Dans cette quatrième vidéo, nous allons maintenant nous intéresser à l'intégrale d'une fonction de signe quelconque. Jusqu'à présent, nous avons vu comment comparer la nature de deux intégrales impropres dans le cas où les fonctions sont positives. Comment peut-on alors procéder si les fonctions sont de signe quelconque? Par exemple, comment peut-on déterminer la nature de l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus t sur t carré? Le problème ici, c'est que la fonction sinus va provoquer une alternance du signe de la fonction sinus t sur t carré. Nous allons voir que dans un certain nombre de cas, il est possible de généraliser les propriétés que nous avons vues dans la vidéo précédente. Dans un premier temps, nous allons nous intéresser au cas où la fonction est de signe constant, si elle est par exemple positive ou négative. On prend une fonction f de AB dans R, continue et de signe constant sur cet intervalle, où B est une borne impropre. Dans ce cas, on peut toujours étudier la fonction g égale à moins f, où g sera donc une fonction positive sur l'intervalle AB. On peut alors appliquer les théorèmes de comparaison vus dans la vidéo précédente à la fonction g et en déduire la nature de l'intégrale entre a et b de moins f de t dt. Puis, on peut en déduire la nature de l'intégrale entre a et b de f de t dt. En effet, multiplier l'intégrale par un scalaire ne change pas sa nature. Dans la première vidéo, nous avons même vu que réaliser une combinaison linéaire d'intégrales convergentes donne une intégrale convergente. Maintenant, considérons le cas plus complexe où la fonction est de signe constant mais uniquement au voisinage de la borne impropre. On prend toujours une fonction f de AB dans R, continue et de signe constant au voisinage de B, où B est une borne impropre. Si on fait un schéma, on pourrait par exemple imaginer avoir ce cas de figure. L'idée est maintenant d'utiliser la relation de Chasles pour se ramener au premier point que nous avons vu dans le cas d'une fonction de signe constant. On a alors, pour tout x appartenant à l'intervalle AB, l'intégrale entre a et x de f de t est égale à l'intégrale entre a et un certain réel c de f de t plus l'intégrale entre c et x de f de t. Et une fois écrit comme ça, on se rend compte que l'intégrale entre a et c de f de t est simplement un réel, une constante, et que l'intégrale entre c et x de f de t constitue l'intégrale d'une fonction de signe constant. Grâce à cette écriture, on se rend compte que l'intégrale entre a et b de f de t et l'intégrale entre c et b de f de t sont de même nature, et que de plus, f est de signe constant sur l'intervalle cb. D'après le premier point, on peut donc appliquer les théorèmes de comparaison dans le cas où les fonctions sont de signe constant au voisinage de b. Voyons maintenant comment rédiger cette idée dans le cas d'une fonction de signe constant au voisinage de sa borne impropre. Par exemple, considérons l'intégrale entre 1/2 et plus l'infini de sinus x sur x. Sinus x sur x est équivalent à 1 sur x en plus l'infini. Au passage, on a le droit de réaliser cet équivalent parce que 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. On multiplie tout par 1 sur x, je vous rappelle qu'on a le droit de multiplier des équivalents entre eux mais pas de les additionner. Et on obtient que sinus de 1 sur x, le tout divisé par x, est équivalent à 1 sur x carré en plus l'infini. La fonction qui à x associe sinus de 1 sur x, le tout divisé par x, est continue sur l'intervalle 1/2 plus l'infini. Comme elle est équivalente à une fonction positive, elle est positive, elle aussi, au voisinage de plus l'infini. C'est une propriété des équivalents qui est très utile dans ce chapitre. Lorsque deux fonctions sont équivalentes au voisinage de x0, il existe un voisinage de x0 sur lequel les deux fonctions sont de même signe. Avec les mains, on comprend que si la limite du quotient est égale à 1 quand x tend vers x0, eh bien les deux fonctions sont forcément de même signe. Évidemment, une telle propriété peut se démontrer avec des quantificateurs.
Nous venons de montrer que sinus de 1 sur x le tout divisé par x est équivalent à 1 sur x carré. Or, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur x carré converge. C'est une intégrale de Riemann. Donc l'intégrale entre 1 demi et plus l'infini de dx sur x carré aussi. En effet, la fonction 1 sur x carré est bien continue sur l'intervalle 1 demi 1 fermé. Ainsi, par comparaison, l'intégrale entre 1 demi et plus l'infini de sinus 1 sur x le tout divisé par x converge. Il nous reste maintenant à considérer le cas le plus compliqué. Il s'agit du cas où la fonction n'est pas de signe constant au voisinage de la borne impropre. Dans ce cas, il faut utiliser un nouveau théorème, le théorème de convergence absolue. Nous allons commencer par définir la notion de convergence absolue ou d'intégrabilité de la fonction. Si on prend une fonction de AB dans R, continue où B est une borne impropre, on dit que f est intégrable sur l'intervalle AB ou que l'intégrale entre a et b de f de t dt converge absolument, notez CVA dans la suite du cours, si l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f de t dt converge. Nous allons maintenant voir le théorème de convergence absolue, qui est un théorème extrêmement pratique en exercice. Prenons une fonction f de AB dans R, continue sur AB, où B est une borne impropre. On a alors le résultat suivant. Si l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f de t dt converge, alors l'intégrale entre a et b de f de t dt converge. De plus, on a l'inégalité suivante. La valeur absolue de l'intégrale entre a et b de f de t dt est inférieure ou égale à l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f de t dt. Attention, si nous faisons la synthèse de tous les cas de figure que nous venons d'envisager, il reste un cas problématique. En effet, si l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f de t dt diverge, on ne peut rien en conclure sur l'intégrale entre a et b de f de t dt. Voyons ensemble la démonstration du théorème de convergence absolue. On commence par supposer que l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f de t dt converge. Pour tout x appartenant à l'intervalle ab, on pose alors deux fonctions. On va poser f plus de x, qui est égal à f de x dans le cas où f de x est positive, et 0 sinon. On va aussi considérer f moins de x, qui est égal à moins f de x si f de x est négative, et 0 sinon. On constate alors que f est égal à f plus moins f moins, et je vous laisse réfléchir pourquoi. L'idée derrière cette preuve est de se ramener à des cas où les fonctions sont positives pour utiliser des critères de comparaison. En effet, pour tout x appartenant à l'intervalle AB, on a que 0 est plus petit que f moins de x, qui est inférieur ou égal à la valeur absolue de f de x. On a le même résultat pour f plus de x. 0 est inférieur ou égal à f plus de x, qui est inférieur ou égal à la valeur absolue de f de x. Or, l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f de x converge, donc par comparaison, l'intégrale entre a et b de f moins de x dx et l'intégrale entre a et b de f plus de x dx sont deux intégrales convergentes. Ensuite, par combinaison linéaire d'intégrales convergentes, on obtient que l'intégrale entre a et b de f plus de x moins f moins de x converge. Or, l'intégrale entre a et b de f plus de x moins f moins de x est justement égale à l'intégrale entre a et b de f de x dx. On vient de prouver que l'intégrale entre a et b de f de x converge. Pour l'inégalité, on a que pour tout x appartenant à l'ouvert AB, 0 est plus petit que la valeur absolue de l'intégrale entre a et x de f de t dt, qui est inférieure ou égale à l'intégrale entre a et x de la valeur absolue de f de t dt. Pour des fonctions continues sur des intervalles fermés, cette inégalité est toujours vraie. Cependant, si vous en doutez, je vous invite à aller chercher la preuve de ce résultat. Ensuite, comme on a supposé que l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f de t converge, alors l'intégrale entre a et b de f de t converge aussi d'après le théorème que nous venons de montrer.
Ainsi, il existe un certain réel positif L, tel que la limite quand x tend vers b de la valeur absolue de l'intégrale entre a et x de f de t dt est égale à L. En fait, ici, on vient de réaliser une composition de limites avec la fonction valeur absolue. On vient de prouver que toutes les fonctions de notre inégalité sont convergentes, on peut donc passer à la limite dans l'inégalité pour obtenir le résultat souhaité. Voyons maintenant au travers d'un exemple comment utiliser le théorème de convergence absolue. Étudions la nature de l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus t sur t carré. La fonction qui a t associe sinus t sur t carré est continue sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et pour tout x appartenant à 1 plus l'infini, nous avons l'inégalité suivante. La valeur absolue de sinus t sur t carré est inférieure ou égale à 1 sur t carré. Or, d'après Riemann, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t carré converge, donc l'intégrale entre 1 et plus l'infini de la valeur absolue de sinus t sur t carré converge par comparaison. Donc d'après le théorème de convergence absolue, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus t sur t carré converge.